Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien. Comment elle va, Cybèle Olivier? Ah, moi, ça va très bien aussi, malgré la neige qui est un petit peu... Arrête, je veux même pas en entendre. C'est toujours des conversations très de surface, mais c'est quand même vrai. Moi, ça affecte mon humeur. Ben, moi, totalement, quand je vois une patente blanche qui tombe au mois d'avril, c'est absolument l'horreur. Tu sais, Cybèle, régulièrement, je le dis en ondes à quel point c'est ici que ça se passe. C'est à Cube que ça se passe. Si vous voulez voir une chicane entre un propriétaire de Ferrari et un propriétaire de maison de production, pour ne pas les nommer Luc Poirier et Louis Morissette, ben, c'est à Cube que ça se passe. On pourrait dire de Cube, tout le monde en parle. Tout le monde parle de ce qui se passe à Cube. C'est une chanteuse qui vient nous raconter qu'elle a été victime d'intimidation à la télévision, Kathleen. Ça peut être aussi une vedette d'OnlyFans qui vient nous parler de son drink au jujube, hein, évidemment, Hélène Boudreau. Dont un puant dégueulasse. Bref, c'est ici que ça se passe. Et aujourd'hui, c'est ici que ça va se passer aussi parce que c'est la première et la dernière fois que vous allez l'entendre parler de ça. C'est une entrevue exclusive. Jasmin Roy, qui est à la tête de la fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, donc une fondation qui lutte contre l'intimidation. Il est avec moi en studio pour réagir. Vous vous souvenez sûrement, au mois de février, le journal Le Devoir publiait un immense dossier dont le titre était assez particulier. C'était intitulé « D'intimider à intimidateur ». L'intimidateur présumé en question, c'était bien sûr Jasmin lui-même. Mais aujourd'hui, Jasmin est là pour présenter son point de vue, sa version des faits et mettre peut-être les pendules à l'heure. Bonjour Jasmin. Bonjour Sophie. Première question, pourquoi tu es là aujourd'hui alors que, tu as refusé beaucoup de demandes d'entrevues jusqu'ici. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi ici? C'est simplement parce que nous, au mois de janvier, on a eu des communications avec Le Devoir et suite à ces communications-là, il y avait des allégations qui étaient lancées. Et on a décidé de faire appel à une firme externe pour faire les vérifications de ces allégations-là parce que c'était sérieux. Moi, à ce moment-là, je me suis retiré du conseil d'administration. D'ailleurs, là, je ne suis plus sur le conseil d'administration pour justement montrer toute la transparence. Et on avait envoyé cette information-là aussi au Devoir parce que c'était assez émotif la façon dont les interrogatoires étaient faits. Ça s'appelle un interrogatoire, les journalistes qui posaient des questions. Ça ressemblait à ça. Moi, je me suis senti très intimidé. Ça a duré presque un mois où on a eu des demandes à n'en plus finir. Donc, à la mi-janvier, nous autres, on leur a dit qu'on voulait arrêter, mais ils ont continué quand même à nous harceler. Puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, je pouvais pas parler parce qu'il y avait une enquête indépendante, des vérifications, je veux dire, indépendantes par une firme d'avocats. Puis, je pouvais même pas parler à mon CA. Parce que fallait être transparent, parce que moi, je pouvais pas influencer les vérificateurs. Tu pouvais pas être à la fois juge et partie. Non, j'aurais été en conflit d'intérêt. OK. Donc, janvier, les journalistes du Devoir, Amélie Pineda et Stéphanie Vallet commencent à faire enquête, vous contactent. Toi, tu te retires du CA et cette enquête interne est commandée. Alors, le bureau d'avocats, c'était Norton Rose Fulbright Canada. Les résultats de l'enquête ont été communiqués à la Fondation. Au moment où on se parle, la Fondation, d'ailleurs, vient d'émettre un communiqué dans lequel ils disent, eux, que cette étude-là, cette enquête démontre que, contrairement aux allégations du Devoir, le conseil d'administration est en mesure d'affirmer que le climat au sein de la Fondation est sain, collaboratif et fondé sur le respect mutuel. Et ils disent également, et c'est ça le plus important, qu'ils réitèrent leur confiance en toi comme directeur général. Sophie Desmarais aussi. Sophie Desmarais a réitéré sa confiance en moi.
Donc, je suis très heureux. Ça a été une période difficile, mais je tiens à remercier mes employés, mes anciens employés aussi, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés pour nous soutenir, des partenaires, des donateurs qui comprenaient pas le portrait qui était dépeint de moi dans les articles. Et d'ailleurs, j'en remercie parce que ça nous a unis. Le conseil d'administration était derrière moi, Sophie était derrière moi. Ça a été des moments très difficiles, puis de te sentir soutenu comme ça, tu sais, surtout par des gens avec qui tu as déjà collaboré, qui reviennent, parce que nous autres, on a des centaines de partenariats par année. Oui, mais attends, je veux juste revenir, parce que tu nous donnes beaucoup d'informations, mais je veux juste les prendre une par une, parce que les gens qui nous écoutent, et tu sais, l'interne, la poutine à l'interne de la Fondation, c'est moins intéressant. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est, revenons aux allégations contenues dans l'article du Devoir. La raison pour laquelle le titre du dossier du Devoir, qui est en plusieurs volets, le dossier s'intitule « D'intimider à intimidateur », parce qu'on dit que toi, Jasmin Roy, tu aurais été agressif, intimidant, harcelant avec des gens avec qui tu as travaillé, mais aussi avec des gens qui travaillent dans des ministères, des gens qui travaillent au municipal, des gens qui travaillent dans des organismes et qui donnent des sous à la Fondation. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu as harcelé? Intimidé? Ben, moi, ce que je peux répondre à ça, c'est que, premièrement, il y a des sources qui ont témoigné, qui ne devaient pas témoigner. Pourquoi ils ne devaient pas témoigner? À cause de problèmes juridiques, là. Et puis, la Fondation est en train de regarder, justement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je peux pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'il va y avoir des poursuites, éventuellement? Je peux pas rentrer dans les détails là-dedans, mais on est en train de considérer toutes les options qui sont sur la table. Et on n'était pas en mesure de pouvoir commenter parce que c'était toujours, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de toi, il y a ça qui dit de toi. Est-ce que j'ai été insistant? Ça se peut que j'ai été insistant. C'est le propre des OSBL d'être insistant. Est-ce qu'il y a eu des conflits à la Fondation? C'est arrivé. Mais comme je disais, on a des centaines de partenariats par année. Des fois, il y a des partenariats qui sont plus difficiles que d'autres, oui. D'accord. Mais il y a quand même 13 personnes qui sont pas toutes des personnes qui ont travaillé à la Fondation. Il y a des gens dans une variété de domaines qui utilisent, il y a vraiment un vocabulaire qui revient. Il y a plusieurs personnes qui disent, il y a une contradiction entre Jasmin qui dit « Moi, j'ai été intimidée quand j'étais jeune. Maintenant, je travaille à une fondation qui combat l'intimidation. » Et pourtant, les gens disent, lui-même fait de l'intimidation. Ça fait beaucoup de gens qui disent ça, Jasmin. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit le contraire aussi, qui n'ont pas été cités. Puis, comme je dis, il y a des moments... Mais comment t'expliques que 2 journalistes du Devoir qui ont parlé à autant de sources, elles se sont levées un matin puis elles ont dit, on fait la job à Jasmin? Comment t'expliques ça? C'est-tu des règlements de compte de la part de gens qui t'aimaient pas la face? C'est quoi? Je vais te le dire, ça a commencé avant les fêtes, avec un ex-employé qui nous a fait des menaces, puis qui nous a dit qu'il voulait aller public avec ça, puis tout ça. Puis, donc, ce serait lui, cet ex-employé-là, qui serait à l'origine de ce dossier-là du Devoir. Il a intimidé mes employés, il a fait des menaces... Et puis, nous autres, on les avait mis au courant que cette source-là pouvait pas être citée. Et ils l'ont utilisé pareil. Ils l'ont utilisé pareil. OK. Maintenant, dans cet article-là du Devoir, il y a toutes sortes de choses. Il y a des allégations très graves, puis il y a des allégations vraiment plus surprenantes. Comme à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit il y avait un enfant qui avait fait une chanson dans une école. Toi, tu as reçu le CD, tu l'as jeté à la poubelle en disant « Si vous pensez que je commence à écouter des niaiseries, vous vous trompez ». C'est un peu bizarre qu'on mette sur le même pied des allégations d'harcèlement de personnel politique et le fait que tu aies pogné un CD puis tu l'aies jeté à la poubelle. Honnêtement, j'ai pas de souvenir de ça. Je connais pas le contexte, je sais pas qui a dit ça. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai tellement fait de trucs pour les enfants dans les écoles. J'ai envoyé des vidéos, même pendant... Mais est-ce que tu as 2 visages, Jasmin? Est-ce que le visage que tu nous montres publiquement depuis des années, comme comédien à Caméra Café, Chambre en Ville, animateur à la radio, puis tout ça, du gars gentil, du gars fin, du gars qui combat l'intimidation parce qu'il en a lui-même été victime, est-ce que c'est un masque, puis que dans le fond, tes collaborateurs, les gens avec qui tu travailles, t'es un gars, tu sais, t'acceptes pas qu'on te dise non, mettons. C'est-tu possible, ça?
Non. Moi, c'est pas comme ça que je me vois. C'est pas comme ça que les gens me perçoivent autour de moi non plus. Est-ce que j'ai eu des conflits? Oui, des conflits, c'est normal, mais sinon, on est tous coupables. Mais non, c'est pas comme ça. C'est sûr que des fois, je suis insistant. Je vais te l'avouer, parce que des fois, on se fait dire non, puis on retourne, puis on redemande, puis des fois, ça fait bouger les choses. Mais c'est ça aussi, avoir un OSBL. Ouais, mais c'est pas tous les OSBL qui vont, par exemple, envoyer des courriels, parce que il y a les journalistes du Devoir ont quand même eu accès à des courriels dénigrants où t'avais demandé de l'argent à, je pense que c'était un ministère, tu l'as pas eu, tu considérais que c'était une injustice, puis là t'as envoyé des courriels quand même assez raides. Est-ce que tu peux reconnaître que des fois t'es trop raide dans tes comportements avec les gens? Ben moi, quand je leur avais parlé, je leur ai dit, ça se peut que j'ai à qui? Aux filles du Devoir? Oui. Je leur ai dit oui, ça se peut que des fois, j'ai peut-être dépassé... T'es cité dans le Devoir disant ça, d'ailleurs. Oui, mais ça, je l'ai dit. Je dis, ça se peut. Des fois que j'ai dépassé les limites, je m'excuse, je reste un être humain, mais ça fait pas partie de mon quotidien, là. D'accord. Cybèle? Il y a une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais il y a des personnes qui veulent revenir sur cette dite source que vous avez dit qui n'aurait pas dû être citée et qui se demandent en fait, est-ce que parce qu'une source ne peut pas être citée, ça enlève sa validité? Ça a comme accroché au niveau de nos auditeurs, savoir pourquoi cette première personne-là n'était pas valide. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais normalement, les journalistes doivent vérifier leurs sources, voir s'ils sont valides ou pas. Là. Moi, je suis pas un journaliste, là, mais normalement, habituellement, on est obligé de regarder, voir si la source est crédible ou pas. Puis c'est pas une source qui est juste là pour se venger. D'accord. Donc, toi, ce que tu laisses entendre, c'est que cet ex-employé avec qui il y a eu un conflit au mois de décembre... Non, ça datait de... Ça date, mais vu qu'il y avait peut-être un problème juridique ou enfin une question, un contentieux juridique, que cette personne-là n'aurait pas dû être citée dans l'article. Mais mettons qu'il y ait une source dans l'article... il y en a plus qu'une, oui. Il y en a plus qu'une. OK, parfait. D'ailleurs, dans le communiqué qui a été mis par la Fondation, on déplore ça. Le conseil d'administration, parce que c'est pas toi individuellement. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, le conseil d'administration de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, c'est écrit, là, je l'ai en toutes lettres, déplore également le recours par le Devoir à deux sources qui, en raison de circonstances confidentielles liées à la vie privée, à des considérations juridiques, n'auraient pas dû être citées dans les articles. Fin de la citation. Personnellement, moi, je suis journaliste, Jasmin, puis quelqu'un qui me dit... qui émet même un communiqué pour me dire quelle source j'ai le droit ou j'ai pas le droit de citer, j'ai un petit malaise avec ça. Mais bon, prenons pour acquis que, bon, peut-être... Le communiqué, c'est le conseil d'administration, j'ai rien à voir avec ça. D'accord. Il y a des gens cités dans le texte qui disent que il y avait de la pression politique. Que quand tu faisais des demandes auprès de ministères, à l'époque où c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, et que tu te faisais dire, ben non, tu répondais, je vais envoyer un courriel à Sébastien. À l'époque, c'était Sébastien Proulx qui était ministre de l'Éducation. Est-ce que tu reconnais avoir fait ce genre de pression-là? Parce que Non? J'ai jamais fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Même dans l'article, au départ, là, ça a été changé, mais il disait que j'avais le numéro de cellulaire de Sébastien Proulx. J'ai jamais eu le numéro de cellulaire de Sébastien Proulx. J'ai rencontré Sébastien Proulx une seule fois quand il était en fonction. Jamais. Donc, jamais t'as dit à des fonctionnaires... si toi, tu me donnes pas la subvention que je demande, je vais aller plus haut parce que j'ai des contacts politiques. T'as jamais utilisé de pression politique auprès de fonctionnaires? Non. Moi, premièrement, au ministère de l'Éducation, il n'y a pas de programme. Fait qu'on envoyait nos lettres de demande directement. Mais c'est arrivé que dans certains ministères, qu'on appelle directement au bureau du ministre, comme ça se fait régulièrement. C'est pas anormal pour les OSBL de faire ça. Puis OSBL, c'est organisme sans but lucratif, là, c'est pas tout le monde qui connaît le vocabulaire. Il y a beaucoup d'OSBL, des fois ils se font dire non, fait qu'ils passent par les gouvernements, surtout au provincial, parce qu'ils ont des discrétionnaires. Des fois, le gouvernement va te donner un discrétionnaire. C'est tout à fait dans les normes. Et j'ai jamais eu de... Moi, je connais pas Sébastien Proulx, je l'ai rencontré une fois. D'accord, mais je regarde, par exemple, au moment où ça s'est sorti. Donc, le matin même du 11 février, il y a cet article-là, ce dossier du Devoir, et le jour même, des journalistes posent la question à Martine Biron, parce que Martine Biron, parmi son ministère, elle s'occupe aussi de la lutte à l'intimidation et à l'homophobie. Alors, la une est quand même claire. Jasmin Roy a aussi été insistant
Insistant, mais... Entre guillemets, auprès du cabinet de la ministre Martine Biron. Oui, mais elle dit qu'il n'y a pas eu d'harcèlement, par exemple. Il faut faire la différence. Mais non, mais c'est ça. Mais je veux t'entendre là-dessus. Il faut faire la différence entre insister puis être de l'intimidation. Là, il faut faire attention. Tu sais, je veux dire, des conflits, c'est une chose. Des malentendus, c'est autre chose. Mais de l'intimidation, il faut faire attention. Dans les écoles, on essaie de démêler c'est quoi de l'intimidation puis un conflit. C'est pas la même affaire. Être insistant, ça veut pas dire d'avoir manqué de respect, là. Ça veut pas dire d'être un intimidateur. Tu peux insister, puis tu peux faire des suivis, parce qu'on fait des suivis. Il y a beaucoup de gens interviewés dans l'article du Devoir qui disent que tu as eu des comportements où tu dénigrais les gens, où tu as un comportement blessant dans des réunions où tu te moquais des gens. Est-ce que tu nies aussi avoir eu ce genre de comportement-là? Ben, moi, comme j'ai dit, j'ai pas de souvenir de ça, mais si c'est arrivé... Comme j'ai dit, je suis vraiment désolé. J'ai peut-être dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, mais je suis vraiment désolé. Okay. Il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant dans ce dossier-là. Puis là, j'avoue que vraiment, dans ce cas-ci, là, je trouve qu'on va trop loin. Je le dis, personnellement, je trouve qu'on va trop loin. T'as écrit, il y a plusieurs années de ça, un livre qui s'appelait « Hostie de fif ». D'accord? Parce que c'est une insulte que toi, tu as reçue à moult et moult reprises. On t'a traité d'hostie de fif. Et là, il y a des gens qui témoignaient dans l'article du Devoir qui disaient, c'est bizarre parce que lui, il se plaint de se faire traiter de fif. Puis je m'excuse auprès des gens que ça dérangerait ce mot-là. Mais ils disent, Jasmin, lui, ça y arrive souvent d'utiliser ce mot-là dans sa vie quotidienne. Souvent, exagérons pas, là. Non, mais c'est ce qui est dit dans l'article. Moi, je fais juste répéter ce qu'il y a dans l'article. Souvent, c'est peut-être arrivé que j'ai dit fif en joke comme ça, mais... C'est comme n'importe qui. Je veux dire, chez les homosexuels, c'est des mots qu'on se dit souvent. C'est pas anormal, là. Tu sais, je veux dire... Mais c'est ça. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que c'est pas un peu bizarre que dans un article où on te dit intimidateur, harceleur, ci pis ça, puis on met ça sur le même niveau que t'as fait des jokes de fif. J'ai plein d'amis gays qui font des blagues, puis ils utilisent le mot qui commence par un F. C'est sûr que c'est étrange, oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui aux deux journalistes du Devoir, Amélie Pineda et Stéphanie Vallet? Moi, je parlerai pas à ces personnes-là, mais moi, avec le Devoir... Parce que tu l'as dit, c'est la première phrase que tu as prononcée, tu as dit que tu avais été intimidé et harcelé par les deux journalistes du Devoir. Je me suis senti comme ça. Oui. On pourrait considérer que ce sont deux journalistes d'enquête. Elles ont fait leur travail, Jasmin. Elles ont posé des questions quand elles n'avaient pas les réponses. Elles ont continué à fouiller. Elles ont parlé à différentes sources et elles ont confronté à ces sources-là. Est-ce qu'un journaliste qui fait son travail, qui fouille, c'est un harceleur et un intimidateur? Nous autres, on a en tout cas, il y a eu des échanges qui étaient assez corsés. Entre qui et qui? Avec moi et elle. Je me suis senti très harcelé, honnêtement. C'est comme ça que je me suis senti. Nous, on voulait collaborer. On voulait montrer patte blanche. Il y a plein de choses qui sont pas dans le contexte, dans les articles, que si on mettait en contexte aujourd'hui, je suis à peu près sûr que ça serait pas écrit de la même façon. Puis à chaque fois qu'on disait quelque chose, on sentait que la conclusion était faite. Donc, est-ce que l'époque a changé? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui travaille pour un organisme, qui demande des subventions, qui insiste, qui écrit, qui envoie des courriels ou qui peut parfois pogner les nerfs parce qu'il n'y a pas l'argent qu'il veut, peut-être que c'était acceptable ou une façon de fonctionner il y a 5 ans, il y a 10 ans, puis qu'aujourd'hui, les gens disent, on n'aime pas ça, on n'est pas à l'aise avec ce fonctionnement-là. Est-ce que c'est possible que les choses aient changé? Ça se peut que les choses aient changé. Mais est-ce que toi, tu vas changer ta fonction? Parce que là, le CA de la Fondation, je l'ai le communiqué, ils disent qu'ils réitèrent leur confiance en toi. Est-ce qu'ils t'ont demandé de changer des comportements ou pas? Non? Non. Ils disent, tout va bien avec Jasmin, on continue comme c'est là? Tout est beau. Honnêtement, les conclusions des vérifications ne vont pas dans le sens des articles qui ont été écrits. D'accord. Mais est-ce qu'on peut les voir, ces conclusions-là? Parce que c'est un bureau d'avocats. Il faudrait demander au conseil d'administration. Je ne sais pas s'ils vont vouloir le publier ou pas, oui, mais je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis plus sur le conseil. Là. Oui, je comprends. Ouais. C'était un des points, d'ailleurs, de litige dans le dossier où on disait, tu ne peux pas être à la fois président du CA et
C'est pas illégal. C'est pas illégal. Il y en a plusieurs. Mais là, tu nous confirmes que tu as démissionné volontairement. Tu n'es plus au CA. Oui, Cybèle. Il y a un commentaire qu'on a reçu qui, je crois, va résumer la pensée de plusieurs. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. André de Québec nous dit « Il n'y a quand même pas de fumée sans feu. » Il y a les intimidés qui peuvent devenir des intimidateurs ensuite parce que ils peuvent peut-être avoir de la mèche courte avec ce qu'ils ont vécu. Et aussi, ça arrive souvent aux intimidateurs de ne pas se souvenir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Est-ce que ça se pourrait que ce soit votre cas? Non. Moi, je suis pas un intimidateur. J'ai eu des conflits dans ma vie, oui. Puis je pense que si tout le monde... si on regardait les conflits de tout le monde dans leur vie, on s'apercevrait qu'il y a des conflits. Tout le monde en a eu. Mais je crois que c'est pas ce qui s'est passé là, c'est pas à l'image de la réalité de la Fondation. Dans le quotidien, c'est pas ça qui est vécu. D'accord. Ben écoute, moi je trouvais ça extrêmement important de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie d'être venu en personne. Donc, pour conclure, le CA de la Fondation réitère sa confiance en toi. Ils ont fait faire cette enquête indépendante dont pour l'instant, on n'a pas les résultats, mais ce que la Fondation nous dit, c'est que eux, ça les satisfait. Ouais. Eux considèrent donc, et je vais le rappeler pour tous ceux qui nous écoutent, ils disent que, contrairement aux allégations rapportées dans Le Devoir, le climat organisationnel au sein de la Fondation est sain, collaboratif, fondé sur le respect mutuel. Et on va de l'avant, puis on continue. Ben oui. Et voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Puis il faut retenir que la mission de la Fondation est très importante, surtout à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des enjeux dans notre société sur lesquels il faut travailler, sur lesquels la Fondation se penche. Mais est-ce que ça t'inquiète de voir que, par exemple, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, tu vas continuer à aller dans les écoles? Tu vas continuer... Moi, je ne vais pas dans les écoles. Ben, tu donnes des conférences. Ah oui, si on m'appelle, oui, mais... Oui. Nous autres, on donne des ateliers de réalité virtuelle. Non, mais toi, je te parle toi, Jasmin Roy. Si on m'invite, oui, je vais y aller. Alors, mais je veux dire, est-ce que ta crainte, c'est que, mettons, la prochaine fois que tu vas aller dans une école ou que tu vas approcher un ministère ou un organisme subventionnaire qui vont dire, ben là, c'est parce que... Il y a des allégations dans Le Devoir. Les allégations, il n'y a jamais eu de plainte à la CNSST sur moi. Il n'y a jamais eu de plainte au conseil d'administration. Honnêtement, les gens, c'est facile, là, c'est anonyme, mais tu dis, s'il y a une plainte, je veux dire, n'importe quand, vous pouvez aller sur mon conseil d'administration faire une plainte contre moi s'il y a une plainte à faire. Puis donc, ce que tu déplores, c'est que les gens qui sont cités dans l'article, s'ils avaient des problèmes avec ton comportement, qu'ils n'ont pas suivi le processus officiel et transparent de porter une plainte officielle. Puis moi, honnêtement, comment veux-tu... Moi, quand on m'écrivait, on me disait, il y a quelqu'un qui dit ça de toi, il y a quelqu'un qui dit ça de toi. Tu sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui. Il n'y a pas de contexte. Tu sais pas comment te défendre. Puis tu disais, OK, il y a ça. OK, il y a ça. Parfait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit que tu as fait ci. Il y a quelqu'un qui a dit que tu as fait ça. Puis, mais c'est parce que dans les articles, il y a des gens qui ont eu des comportements répréhensibles envers nous autres aussi. Là. C'est qu'à un moment donné, il y a eu des comportements aussi. On m'accuse, moi, mais on met pas les choses en contexte du tout. Il y a rien qui est mis en contexte. Ben, on a très hâte que, justement, ce bout-là du contexte soit connu. Ben, il faudrait avoir quelqu'un qui sera... Nous autres, on est prêts à collaborer. Mais comme tu disais, le devoir, si on voulait collaborer, on aurait pu collaborer puis s'asseoir puis expliquer les choses. Mais quand on les a rencontrés, on a senti que c'était déjà décidé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vers ça qu'ils s'en vont. Considères-tu qu'on a fait ton procès sur la place publique? Est-ce que c'est une exagération? Je veux pas te mettre des mots dans la bouche, hein? Mais est-ce que tu considères que c'est ça qui s'est passé? Que le tribunal populaire... Parce qu'écoute, après le texte du Devoir, là, j'en ai des dizaines le ministre de ci, puis l'opposition, M. Tanguay, dit il faut dénoncer l'intimidation. Ben, c'est ce que je fais tout le temps. Non, mais ce que je veux dire, il disait il faut dénoncer l'intimidation que M. Jasmin Roy a fait. Donc, c'est quasiment de la diffamation, d'une certaine façon. Est-ce que tu vas poursuivre des gens qui ont tenu des propos diffamatoires à ton sujet? Nous autres, on a beaucoup d'options sur la table. Ah! Ça, c'est sûr. Même avec Le Devoir, il y a beaucoup d'options sur la table. On est à considérer nos options juridiques. Là.
Parfait. Ça va se conclure comme ça. Merci beaucoup, Jasmin. Donc, tu n'es plus président du CA, mais tu restes président directeur général de la Fondation Jasmin Roy. Sophie Desmarais, merci beaucoup d'être venue en personne. Merci. Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors évidemment, on peut pas passer toute une émission sans vous parler du monsieur avec les cheveux orange et la peau orange aussi. Ses cheveux sont pas si oranges que ça finalement. Ben, moi, je pense que sa face est beaucoup plus orange. Sa face est pas mal plus orange. Qui devient de plus en plus orange, même quand on le voit. Ben, selon les photos, on dirait que c'est un peu Donc, vous aurez reconnu évidemment Donald Trump et ses tarifs et les tarifs et l'impact que ça a, bien sûr, ici au Québec. Et là, on va parler en particulier du domaine automobile parce que vous le savez, les tarifs, évidemment, sur les voitures neuves. Mais est-ce que, justement, les tarifs sur les voitures neuves, ça peut pas avoir une influence sur le marché des véhicules d'occasion? Pour connaître la réponse à cette question-là, j'ai avec moi Steve Demarquis, il est directeur général de l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec. Bonjour, Monsieur Demarquis. Madame Durocher, bonjour. Ben écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Depuis l'annonce des tarifs de Donald Trump et des États-Unis, comment ça a bougé dans le milieu, dans le domaine des véhicules d'occasion? Est-ce que ça a eu un impact? Ça a eu un premier impact sur la disponibilité de certains modèles. Et c'est quand même assez complexe d'essayer de comprendre tous les effets à court et moyen terme. Je vous dirais que certains modèles de certains manufacturiers ont eu une popularité grandissante auprès des Américains parce que ils sont pas touchés par les tarifs. Et la grande question, c'est dites-moi d'où vient votre véhicule et je vous dirai s'il est affecté par les tarifs, parce que c'est en fonction du lieu de fabrication. Oui. Donc, les clients ici au Québec posent beaucoup plus de questions. Avant d'acheter un véhicule d'occasion, ils vont se demander d'où vient le véhicule? En fait, non, c'est le canal d'approvisionnement qui, lui, tient compte de ça. D'accord. Et pour illustrer un peu ce que je veux dire, je pourrais vous donner l'exemple d'un véhicule qui aurait été initialement fabriqué aux États-Unis et qui aurait été vendu une première fois au Canada. Ce véhicule-là peut retourner aux États-Unis sans être affecté d'aucun tarif. Donc, il devient attirant pour les Américains. Et, économie 101, s'il y a une demande aux États-Unis, ben le véhicule, à cause du taux de change, va être acheté par des Américains, donc va devenir plus rare, donc va être plus cher au Québec. Il y a une deuxième catégorie, c'est les véhicules qui ont été fabriqués au Canada, mais qui ont un pourcentage de composantes américaines pour avoir un tarif préférentiel, si je peux utiliser ce mot-là. Il y a ensuite les véhicules qui ont été fabriqués en Union européenne, et il y a ensuite les véhicules au Japon, en Asie, et il y a ensuite les véhicules chinois. Tout ça fait que, selon l'origine, le véhicule va devenir plus ou moins en demande aux États-Unis, ce qui va créer ou pas une rareté. Donc, en gros, je vous dirais que les véhicules avec un gros prix, les véhicules, les gros SUV, sont généralement fabriqués aux États-Unis, donc ils sont vendus au Canada, mais retournent facilement aux États-Unis, donc plus rares. Évidemment, le marché va se stabiliser. Tout ce que je vous dis, si c'est possible de prendre avec un certain grain de sel, parce que comme vous le dites d'entrée de jeu, notre sympathique monsieur avec des couleurs a une baguette qui s'amuse à agiter là, un peu à son bon vouloir. Fait que pour l'instant, dans le domaine de l'occasion, il y a certains véhicules qui ont déjà commencé à avoir une augmentation parce que sont plus en demande du côté américain. Les véhicules, les berlines, les compacts, les sous-compacts qui sont normalement un peu moins en demande, eux, on risque de voir à court terme même peut-être une baisse de prix. Pour le reste, j'ai aucune idée de ce qui va se passer parce que, évidemment, le véhicule d'occasion est tributaire du véhicule neuf. Voilà. Parce que
C'est ça, parce que si les gens, dans une économie normale, mais on n'est pas dans des temps normaux, dans une économie normale, les gens vont, dans certains cas, tenir leur véhicule pendant très longtemps. Dans certains cas, ils vont en changer régulièrement, et même des gens qui changent de voiture chaque année. Donc, ça fait qu'il y a des véhicules qui sont disponibles pour le marché d'occasion. Mais là, en cette période d'instabilité où on ne sait pas d'une semaine à l'autre sur quel pied danser, c'est possible qu'il y ait beaucoup plus de gens qui disent, sais-tu quoi, Minou? Le véhicule, on le garde 1 an, 2 ans, 3 ans de plus parce qu'on ne sait pas ce que le gros orange va faire. Ça va peut-être jouer aussi, là. Ce premier principe-là, il est tout à fait véridique. Le véhicule d'occasion normal vient du véhicule neuf et comme dans les années 2020-2021, il y a eu très peu de production de véhicules neufs à cause de la pandémie, il y a déjà une rareté dans l'inventaire. D'accord. Là, oui, effectivement, les gens vont avoir tendance à garder le véhicule un peu plus longtemps. Par contre, les tarifs vont faire que les pièces, l'ensemble des pièces de rechange qui viennent des États-Unis vont augmenter. Est-ce que ça va venir balancer le désir de garder le véhicule plus longtemps? Je vous dirais qu'on est réellement dans un cas où notre boule de cristal a pas mal de fumée dedans. Je ne sais pas comment est la vôtre présentement. Oh boy, elle est tellement enfumée, on a l'impression qu'on était dans un avion dans le temps. Vous souvenez-vous, dans les avions dans le temps, là? Il y avait une section fumeur et une section non-fumeur. Oui, c'est ça. C'est là qu'on est. Puis ça, c'est sans compter que l'approvisionnement à moyen terme va être comment? Les Canadiens ont imposé sur certains véhicules un 25% en importation. Le marché va, comme je vous dis, il est relativement stable pour le véhicule d'occasion. On peut peut-être baisser pour certains modèles. On va voir le 16, qu'est-ce que la Banque du Canada va faire au niveau des taux d'intérêt, qui lui aussi est un bon moteur pour l'acquisition de véhicules d'occasion. On a quelques hypothèses. Le véhicule d'occasion moyen peut baisser encore ou être stable pour 1 an, tant que l'approvisionnement ne viendra pas perturber. Les véhicules neufs, eux, on a malheureusement l'impression que les véhicules neufs vont augmenter et par ricochet, il va y avoir moins de véhicules d'occasion disponibles dans les prochaines années. C'est une équation à plusieurs inconnues. Est-ce que vous sentez, parmi vos collègues qui sont marchands de véhicules d'occasion, une nervosité? Parce que dans la société au complet, les gens sont nerveux, on parle d'écono-anxiété, on parle des gens ils savent pas de quoi leur lendemain est fait. La sentez-vous, la nervosité, auprès de vos collègues des concessionnaires? Elle est là depuis, je vous dirais qu'elle n'a pas nécessairement quitté les commerçants depuis la pandémie parce que l'approvisionnement était réellement un enjeu. On commençait à avoir une chaîne d'approvisionnement qui se stabilisait et là, les tarifs, c'est quelque chose qui est perturbant. On a, nous, ici à l'association, on va lancer bientôt un sondage auprès de nos membres pour voir où ils se positionnent, comment on peut les aider, de quelle manière leurs approvisionnements étaient affectés. Mais définitivement, oui, vous avez raison. On sent une grande fébrilité de la part des commerçants de voitures d'occasion. Le meilleur conseil, parce que moi j'aime ça être proactif puis regarder vers l'avenir, puis quand on est justement comme ça angoissé ou inquiet, faut prendre des mesures concrètes, c'est la meilleure façon d'avancer. Alors c'est quoi vos conseils pour les gens qui nous écoutent qui auraient l'intention de peut-être de s'acheter un véhicule? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on achète tout de suite un véhicule d'occasion en se disant de toute façon les prix peuvent juste augmenter, donc vaut mieux l'acheter tout de suite en prévision? Est-ce qu'on attend en se disant les prix vont baisser? On fait quoi? Si vous avez besoin d'un véhicule, qui est pas nécessairement en demande aux États-Unis, il y a moins d'urgence. Ce marché-là va probablement demeurer stable. Si vous avez besoin ou vous avez envie d'un véhicule qui est très en demande aux États-Unis et qui est pas touché par le tarif, j'irai plus rapidement parce que définitivement, on va sentir une traction de la part des Américains pour les véhicules qui ont été fabriqués initialement là-bas. Pour le reste, au niveau de l'occasion, il n'y a peut-être pas nécessairement un sentiment d'urgence aussi fort parce que même le prix peut peut-être même baisser. Parce que les véhicules qui sont touchés par les tarifs vont être moins en demande aux États-Unis. Encore une fois, économie 101, véhicule disponible au Canada, offre plus grande, le prix risque de se stabiliser. Donc, dépendamment du modèle, soit on y va rapidement, soit on y va selon nos besoins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on pogne le téléphone, on appelle à la Maison-Blanche, puis on dit « Donald, qu'est-ce que tu as l'intention de faire là la semaine prochaine? » Parce que moi, j'ai le goût d'acheter un char, puis j'aimerais ça savoir.
Avez-vous son numéro de téléphone? Ben, si je l'avais, ça me ferait tellement plaisir. Vraiment, si je l'avais, avant de le donner à quelqu'un d'autre, je l'appellerais moi-même pour lui dire qu'on est bien tanné de ce qu'il fait. Mais c'est ça crée de l'instabilité quand même. C'est triste au niveau de l'industrie de la vente de véhicules neufs et d'occasion. Et comme on est intrinsèquement lié le neuf et l'occasion, la stabilité commence en espérant, puis encore une fois, tout est au conditionnel, en espérant que, sans faire de politique, que les politiciens américains arrivent à le convaincre d'arrêter cette démarche-là, pour pas dire cette folie-là, là, parce que il n'y a pas de vrai gagnant, ni les Américains, ni les Canadiens d'ailleurs. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites on s'en fait de politique, mais dans le fond, on se rend compte, même quelqu'un, un citoyen canadien, un citoyen québécois qui dit « Oh, moi, la politique, ça m'intéresse pas », quand ça commence à toucher notre portefeuille, même de savoir si on va avoir un emploi la semaine prochaine ou l'année prochaine, ben là, tout d'un coup, on se dit « Ah, ben tiens, moi, si je m'occupe pas de la politique va s'occuper de moi ». Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui s'intéressent tout d'un coup à la politique. Ça a été passionnant comme discussion. Merci beaucoup, Monsieur Demarquis. Steve Demarquis, vous êtes directeur général de l'Association des marchands de véhicules d'occasion du Québec. On salue tous les concessionnaires. Merci beaucoup, Monsieur Demarquis. Merci à vous. Au revoir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Aller ou ne pas aller aux États-Unis, faire des voyages scolaires ou pas aux États-Unis, parce qu'on boycotte les États-Unis sur tout. Est-ce qu'il faut aussi empêcher nos petits-enfants d'aller là-bas? C'est la question que se pose Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Ben moi, je rappelle quand même aux gens qui eux, s'en rappellent pas. C'était au lendemain de l'élection de Trump en janvier dernier, enfin en novembre dernier, puis ensuite il est entré au Capitole en janvier. Il y avait un article dans un journal, dans un quotidien montréalais où on dit « Faut-il parler de Donald Trump aux enfants? » Donc, là, on est parti de cette question. C'était un vrai article, un vrai reportage. J'étais venu t'en parler d'ailleurs. Ouais. Et donc là, on est rendu... on n'a pas vraiment progressé. Donc, il faut dire que Trump ne nous donne pas beaucoup de raisons de l'aimer. Mm-hmm. Mais on est rendu à ne plus vraiment faire la différence entre Trump et ces 400 millions de personnes qui vivent dans le pays dont il a la gouverne jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est très dommage parce que... et d'ailleurs, ton texte... Oui. Le texte que tu as écrit le 27 février sur cette question-là, c'est un des meilleurs textes que tu as écrit dans les derniers mois. OK, ben je te l'envoie. Heureusement que j'écris des bons textes de temps en temps. Prends cette fleur, tu la mérites. Non, mais parce que je pense que tu posais les vraies bonnes questions. C'est-à-dire qu'en fait, je disais, les voyages forment la jeunesse. Et donc, à partant de ce principe-là, si on veut justement... combattre les Américains, ben il faut les connaître, les Américains. Et pour nous, notre génération, on l'a fait pendant des années. Donc, on serait en train de dire aux jeunes, n'allez pas parler à un jeune Américain de 14 ou 15 ans parce que le gros orange est à la Maison-Blanche. Voyons donc, c'est quoi ce raisonnement-là? Puis, c'est quoi ça, les Américains? Parce que ce qu'on sait en ce moment, c'est que Trump, on connaît ses positions. On connaît les positions des démocrates si on s'intéresse vraiment à la politique américaine, la politique intérieure. On connaît la panique qui règne à Wall Street, mais Wall Street, c'est pas l'Amérique. Qu'est-ce qu'on sait de, par exemple, ce que pensent les gens dans les États de l'Amérique profonde, les gens de l'Ohio, les gens, par exemple, du Minnesota, les gens qui travaillent dans des industries et qui ont perdu leur travail dans les années 80-90, puis qui voient peut-être leurs enfants regarder Trump et ses promesses de réindustrialisation avec, je sais pas, le sourire aux lèvres. On le sait pas, on ne leur parle pas et on veut pas que nos jeunes aillent leur parler et les rencontrent. Et au-delà de ça, c'est que, mettons qu'il y a un voyage scolaire organisé où des jeunes Québécois partent et s'en vont aux États-Unis. Mettons, ils vont, les destinations habituelles, c'est New York, Boston, Washington, OK? Mettons qu'ils vont à New York puis ils vont dans un musée. Ben, je veux dire, peut-être ça va leur ouvrir les yeux. Puis dans un musée américain, il y a quand même pas juste de l'art américain. Il y a des tableaux ou des œuvres qui viennent de partout à travers le monde. Ils vont à Washington. Il y a un musée de l'Holocauste à Washington qui est absolument incroyable. Tu commences en haut, puis tu descends comme ça, puis c'est chronologique, et ça finit avec des témoignages ramassés par la fondation de Steven Spielberg sur des survivants des camps de concentration. On est en train de dire, faudrait surtout pas que nos jeunes aillent là, puis soient... Voyons donc! Mais non! Ça tient pas debout! Mais non, mais si vous voulez comprendre l'astronomie, parlez avec un astronaute. Si vous voulez comprendre... Un astronome, peut-être?
Oui, ou un astronaute. Ouais. Parce que je pense qu'ils connaissent ça aussi un petit peu. Oui, ben, tout à fait. Si vous voulez parler avec... Non, mais je pense que les deux connaissent assez ça. Si vous voulez parler... Mais pas un astrologue, en tout cas. Là, c'est moins drôle. Non, puis j'irai pas là non plus. Non, mais si vous voulez, je sais pas, comprendre le hockey, vous allez parler avec un... Pourquoi on s'exclut ça? Et c'est toujours au nom de la bienveillance. Hein? On se dit, regarde, même que j'ai vu ça tourner... Respectueusement, je suis en désaccord avec Antoine Robitaille dans les pages du Journal de Montréal qui nous dit c'est une belle occasion d'aller au Québec aussi. Tu sais, de dire aux jeunes, regardez, on n'ira pas à New York, on a des bonnes raisons de pas y aller, on va aller en Abitibi. Écoute, c'est pas moi qui vais te dire, Sophie, n'allons pas au Québec. Mais si c'est pour ces raisons-là, je ne préfère pas. D'accord. Par contre, faisons l'avocat du diable 2 secondes. Ce que dit notre collègue Antoine Robitaille dans son texte ce matin, puis il cite aussi Benoît Dubreuil, merci, c'est que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance du Québec au Québec qui est absolument épouvantable. En même temps, je suis pas sûre nécessairement qu'en Italie, les petits Italiens savent placer nécessairement Milan sur une carte. Tu comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au Québec, on a un déficit de ça et il y a trop peu de Québécois qui voyagent au Québec et qui connaissent intimement le Québec. Je sais que, par exemple, mon collègue Mario Dumont, c'est quelque chose sur lequel il revient souvent. Ouais. Ils disent, les Québécois ne connaissent pas le Québec. Vous parlez de la Gaspésie, vous savez pas c'est quoi. Vous parlez de l'Abitibi, vous savez pas c'est quoi. Vous connaissez pas c'est quoi les gens qui travaillent dans les... Vous connaissez pas la réalité du Québec. Et comme journaliste, par exemple, moi, je me suis fait un devoir à 2 reprises de faire le tour du Québec. Je trouvais ça important. Si je peux parler de cette province-là ou de cet État-là, il faut le connaître. Pose la question dans une salle de nouvelles, combien de Québécois, de journalistes québécois passent leurs vacances partout à l'étranger, mais connaissent pas le Québec. Mais ça reste quand même 2 sujets. T'es d'accord? Non, c'est un petit peu relié quand même. Alors, dans le fond, tu dis qu'il faudrait profiter... On peut faire les deux. Non, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, aller à Washington voir le musée de l'Holocauste, mais organisons aussi parce qu'il faut que la fierté du Québec, il faut qu'elle se développe. Mais c'est pour ça que je te dis que ce sont 2 sujets. C'est parce que je pense qu'il faudrait faire plus de voyages au Québec, puis qu'il faudrait pas non plus bannir les voyages, ou en tout cas inciter les commissions scolaires, les centres de services scolaires. Il faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Exactement. Connais-tu Gilbert Langevin? Ben oui. Gilbert Langevin, que tous les gens connaissent à la maison aussi parce que vous êtes tous déjà allés dans un karaoké, vous avez tous déjà passé une super belle soirée et soudainement, il y a quelqu'un qui s'est essayé à la chanson La voix que j'ai de Jerry Boulet, donc cette voix brisée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Ça, c'est Gilbert Langevin qui a écrit cette chanson-là. Et Gilbert Langevin, il a écrit autre chose parce que c'est un poète. Il a écrit ceci au sujet des voyages. Il a dit... Attends. On va essayer de se concentrer parce que la poésie, on peut pas juste pitcher ça. T'as raison. Alors il a dit, l'aventure porte à croire en la haute valeur du risque. Ça n'a pas rapport avec ce que je veux vous dire, mais quand même, pensez à ça. L'aventure, prendre des risques, sauter dans le vide, la vue est belle. Hein? Donc, la vue est belle. Et là, la vue aussi. Belle. Et là, il nous dit quoi au sujet des voyages? Il dit, les armes du voyage surgissent au carrefour des tempêtes. Je l'explique. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vit en ce moment? On vit des tempêtes. On vit une tempête. On est dans le carrefour des tempêtes. Et pour comprendre ce qui arrive, il faut avoir voyagé. Puis il faut surtout avoir voyagé aux États-Unis. Il faut comprendre l'Amérique. Je reviens à ce que je te disais tantôt. Il faut la comprendre. Il faut comprendre pourquoi les Américains ont voté pour Trump. Il faut comprendre pourquoi il y a encore des Américains qui sont derrière lui. Il faut comprendre pourquoi il y a des Américains qui voteraient encore pour lui s'il y avait l'élection demain matin. Ça fait pas de Trump un homme bien. Ça fait pas de Trump un homme parfait. Mais tu dois parler aux Américains pour les conséquences. Et je pense que nos jeunes, ce sont eux qui vont vivre avec les conséquences. On n'arrête pas de dire que le monde a changé, qu'on ne reviendra pas au monde d'avant. Ben alors, c'est les jeunes qui vont vivre ce monde-là. Okay. Donc, il faut qu'ils aient parlé aux Américains. Je vais faire une comparaison extrêmement boiteuse. OK? Quand deux pays sont en guerre, OK, une fois que la guerre est terminée, il y a évidemment quelqu'un qui a gagné la guerre et quelqu'un qui l'a perdue. Qu'est-ce qu'on encourage après cette guerre-là? Que des enfants du pays A aillent visiter les enfants du pays B et les enfants du pays B aillent pays A. Si les Allemands et les Français ont pu se parler après la Deuxième Guerre mondiale, si quelqu'un comme Simone Veil a pu faire l'Europe et faire le Parlement européen et a pu dialoguer avec les Allemands malgré qu'elle soit une rescapée des camps, c'est aussi parce qu'elle encourageait
les jeunes Français et les jeunes Allemands à se parler, pour se comprendre et pour que justement il n'y ait plus d'autres guerres après. Comme je te le dis, ma comparaison est un peu boiteuse parce que c'est pas une guerre avec des gens qui meurent au combat. Mais si c'est une guerre commerciale, ne faisons pas porter le poids de cette guerre commerciale sur les frêles épaules des jeunes Québécois et des jeunes Américains. C'est par le dialogue, justement, qu'on va apprendre à mieux se connaître. Mais ils sont déjà intéressés aussi, les gens, envers les autres, parce qu'ils se parlent déjà à travers les réseaux sociaux. Ils consomment la culture de l'un et l'autre, mais surtout les Québécois vis-à-vis des Américains. Donc, ils ont déjà cette envie-là de les rencontrer, puis de les connaître, puis d'aller leur parler, puis de les voir. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir l'opportunité, après, de partir avec sa voiture ou de mettre l'argent pour partir aux États-Unis. Donc, le faire jeune comme ça, ben, t'écris déjà à la base ces liens-là. Ils vont s'en rappeler toute leur vie de ces voyages-là qu'ils n'auront peut-être pas l'opportunité de faire ensuite. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est super important. Absolument. Puis si on dit, nous, on va pas aux États-Unis, ça veut dire qu'on veut pas non plus recevoir des voyages scolaires américains? Non, mais on veut pas ça veut dire qu'on veut pas leur parler. Et on a plein de choses en commun. On est jeune ou vieux, on a des amours, des désamours, on a des amis, on a des ennemis, on se ressemble énormément. Et comme disait Charles Bois, et là, je sais pas si c'est lui qui avait écrit les paroles ou si c'était peut-être Sabourin, vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. Ben oui. Les mêmes autos, les mêmes musiques, mais les mêmes... excuse-moi, je suis vraiment désolée. Non, mais allez, vas-y. Mais on doit se quitter parce que c'est la fin. Merci beaucoup, Cybèle. J'haïs ça, lui couper le sifflet à la belle Cybèle. Il nous reste 30 secondes, je te jure, j'ai le temps. Okay, il y a quelqu'un qui nous dit que les Américains sont des ignares. Mais peut-être que cette personne-là ne dirait pas ça s'il envoyait son enfant aux États-Unis et qu'il lui rapporterait des dialogues et des échanges qu'il y a eu avec les jeunes enfants. Donc, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur de Terrebonne. Bon, Monsieur de Terrebonne, peut-être aussi que les Américains ignares le seraient moins s'ils venaient au Québec aussi, dans des échanges, des voyages d'échange. Merci beaucoup, Rémi. Merci Cybèle. Merci. Tu as eu le temps, en effet, Bien de la sûr. placer. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous. À demain. Kid.